Depuis le jour où son père s'était remarié, Ethan avait l'étrange impression que la maison avait changé de respiration, comme si les murs eux-mêmes retenaient un secret que personne n'osait formuler à voix haute, et le vieux miroir accroché dans le couloir, un miroir massif au cadre en bois noirci dont sa belle-mère, Isabelle, disait qu'il appartenait à sa famille depuis 3 générations, était devenu pour lui un objet aussi fascinant qu'inquiétant. Dès la première fois où il s'en approcha, il remarqua quelque chose de subtil, presque imperceptible, une vibration dans la surface, un tressaillement qu'il attribua d'abord à la lumière du matin, mais qui le suivit encore et encore, comme si le miroir respirait lui aussi, comme s'il attendait quelque chose, et plus les jours passaient, plus Ethan avait l'impression que ce cadre sombre surveillait les gestes de chacun, particulièrement ceux d'Isabelle, cette femme élégante mais distante, toujours coiffée, toujours parfaitement polie, toujours enveloppée d'un calme étrange, presque trop maîtrisé, un calme qui cachait une forme de tension sous-jacente qu'il n'arrivait pas à comprendre. Il se disait que ce n'était que le temps d'adaptation à une nouvelle famille recomposée, jusqu'au soir où tout bascula. Il rentrait de chez un ami, la maison était plongée dans une semi-obscurité, et alors qu'il traversait le couloir, le miroir, sans qu'il ne le touche, sans qu'il ne passe devant, se mit à refléter une scène qui n'était pas la sienne. Il se figea net, les yeux grands ouverts, incapable de bouger. Car ce qu'il voyait dans la glace n'était pas l'entrée de la maison, ni même la silhouette de son propre corps, mais une pièce ancienne, éclairée par une lumière jaunâtre, où une jeune femme ressemblant étrangement à Isabelle, mais plus jeune, plus fragile, les cheveux attachés en un chignon simple, les épaules tremblantes, discutait avec 2 hommes, l'un plus âgé, l'autre plus impulsif, et l'air autour d'eux semblait chargé de tension, d'un non-dit dangereux. Et Ethan ne parvenait pas à comprendre comment une simple surface réfléchissante pouvait montrer quelque chose qu'elle ne voyait pas. Il recula brusquement, trébucha presque, et la scène disparut aussitôt, remplacée par son propre reflet pâle. Ce soir-là, il ne dit rien à son père, certain qu'il ne serait pas cru, mais à partir de ce moment, le miroir devint une obsession, non par curiosité malsaine, mais parce qu'il sentait que ce qu'il avait vu n'était pas un simple jeu de lumière. Quelque chose, dans ce passé lointain, semblait vouloir remonter à la surface. Ainsi commença une série de nuits où Ethan, incapable de dormir, se levait discrètement pour revenir dans le couloir, espérant voir la scène encore une fois, espérant comprendre, et le miroir finit par céder à ses nuits d'attente. Une nouvelle vision apparut, plus claire encore, montrant la même jeune femme, Isabelle dans sa jeunesse, prise dans une dispute violente avec l'homme impulsif, qui semblait animé par une jalousie fiévreuse, tandis que l'homme plus âgé essayait de les séparer. L'atmosphère chargée d'une tension prête à exploser. Puis un autre soir, le miroir montra une autre scène, la jeune Isabelle assise dans une voiture, le visage en larmes, tandis que les gyrophares d'une ambulance illuminaient la nuit autour d'elle. Ethan comprit alors que ce n'était pas seulement une histoire d'amour compliquée, c'était une tragédie. Mais ce qui le perturbait davantage, c'était le sentiment que le miroir ne lui montrait pas ces images par hasard, comme s'il tentait de le prévenir. Plus les révélations se succédaient, plus la maison elle-même semblait réagir, des objets changeant subtilement de place, des portes se fermant seules, Isabelle elle-même devenant plus nerveuse, comme si elle sentait que quelque chose qu'elle avait passé sa vie à enterrer commençait à remonter malgré elle. Et un soir, alors que son père était en déplacement professionnel, une scène plus longue fit surface. Le miroir montra la jeune Isabelle parler avec un policier, essayant de maintenir une version contrôlée des faits, mais son regard la trahissait, on y lisait de la peur, du regret, peut-être même de la culpabilité, et Ethan, horrifié, comprit que l'homme impulsif, celui qui semblait obsédé par elle, avait été retrouvé mort dans des circonstances troubles. Non pas qu'elle l'ait tué de ses mains, mais elle avait été mêlée à quelque chose qui avait mal tourné, quelque chose que les autorités n'avaient jamais éclairci. Et dans cette réalité du passé, on voyait aussi l'homme plus âgé, son futur père, peut-être, qui apparaissait encore dans les visions, tentant de la protéger, de cacher certains éléments, de la sortir de ce cauchemar. Ethan réalisa soudain que son père connaissait probablement cette histoire, mais qu'il avait voulu la protéger en ne révélant rien à son fils, et surtout que le retour de ce passé n'était peut-être pas un hasard. Quelqu'un, quelque chose, avait rouvert la plaie. Un soir, alors qu'une tempête frappait les vitres, le miroir lui montra une dernière scène, non pas un simple souvenir, mais un message. On y voyait la jeune Isabelle se regarder dans ce même miroir, exactement le même cadre noirci, et derrière elle l'ombre de l'homme impulsif apparaissait brièvement, comme un avertissement. Le passé revient toujours, semblait dire l'image. Au moment où Ethan réalisa que le miroir lui dévoilait ce que sa belle-mère refusait d'affronter, il sentit une présence derrière lui. Isabelle, pâle, immobile, lui demanda d'une voix presque cassée ce qu'il avait vu, et il comprit alors qu'elle savait, qu'elle avait toujours su que ce miroir n'était pas un simple objet,
mais un témoin silencieux des erreurs d'une vie, un juge capable de refléter ce que l'on tentait de fuir. Elle s'effondra presque en avouant que ce miroir l'avait suivi depuis toujours, qu'elle avait essayé de s'en débarrasser, de le vendre, de le cacher, mais qu'il revenait toujours, comme attaché à elle par une force invisible, comme s'il attendait qu'elle affronte enfin la vérité, la vraie, pas celle qu'elle avait racontée. Ethan comprit à ce moment-là qu'elle ne cherchait pas à manipuler sa famille, mais plutôt à fuir un passé dont elle ne s'était jamais remise. Ils restèrent longtemps devant la glace, sans parler, tandis que la surface se remettait à vibrer lentement, non plus pour montrer le passé, mais comme pour signaler que quelque chose avait changé. Peut-être que la vérité, enfin, pouvait circuler. Dans les jours qui suivirent, Isabelle raconta tout à son mari, le triangle amoureux destructeur de sa jeunesse entre elle, un homme plus âgé et un jeune homme instable, la jalousie, les disputes, la nuit de l'accident, les mensonges, la protection involontaire de celui qu'elle avait finalement épousé plus tard, bien après les faits. Son père, bouleversé mais décidé à comprendre, proposa de détruire le miroir ensemble, pour briser symboliquement l'emprise de ce passé, mais au moment où ils levèrent le marteau, Ethan eut l'impression de voir une dernière image dans la surface, non pas une scène dramatique, non pas un avertissement, mais un simple reflet de leur famille, réunie, imparfaite mais honnête, comme si le miroir acceptait enfin de les laisser partir. Et au moment où le verre vola en éclats, la maison sembla respirer autrement, plus légèrement, comme libérée d'un poids invisible, et Ethan sut que les secrets avaient perdu leur pouvoir, que le passé avait enfin été regardé en face et qu'aucun miroir, désormais, ne pourrait dicter leur avenir. Après l'éclatement du miroir, alors que les éclats de verre tintaient encore sur le parquet comme un chœur de petites cloches libérées, Ethan sentit un soulagement immédiat, presque physique, comme si la maison avait soudain pris une grande inspiration après des années d'apnée forcée, mais ce soulagement fut de courte durée. Dès le lendemain, il remarqua que son père et Isabelle, malgré leur tentative d'unité, semblaient marcher dans la maison comme deux silhouettes qui ne savaient plus où poser leurs pas, évitant certains sujets, déviant certaines questions, comme si la destruction du miroir avait seulement brisé la surface du problème sans toucher la racine qui s'enfonçait encore profondément sous leur vie. Ethan, lui, ressentait un malaise diffus, non pas lié au passé qu'il avait découvert, mais à quelque chose de nouveau, quelque chose d'invisible qui planait depuis que les éclats s'étaient dispersés, comme si le miroir, même détruit, avait laissé derrière lui une trace, une présence silencieuse qui refusait de disparaître. Il tenta plusieurs fois d'en parler à son père, mais celui-ci répondait vaguement, prétextant la fatigue, le travail, ou l'envie de tourner la page, et Isabelle, quant à elle, sombrait dans un état étrange, un mélange de nervosité et de retrait, errant parfois dans la maison comme si elle cherchait quelque chose qu'elle seule pouvait voir, se réveillant la nuit au moindre bruit, vérifiant les portes, les fenêtres, comme si elle craignait qu'une ombre du passé puisse franchir le seuil. Une semaine après la destruction du miroir, un événement redonna vie au malaise latent. En rangeant les débris dans le grenier, Ethan sentit un courant d'air froid lui caresser la nuque, un vent inexplicable dans un espace sans fenêtre, et lorsqu'il se retourna, il vit qu'un éclat de miroir, minuscule mais intact, avait glissé hors du carton où ils avaient rangé les morceaux, reposant juste devant ses pieds comme s'il s'était déplacé volontairement. En se penchant pour le ramasser, il vit son reflet déformé, mais derrière lui, dans la projection trouble du verre, une silhouette indistincte se tenait dans l'ombre, haute, immobile, impossible à identifier, et lorsqu'il releva la tête pour vérifier, le grenier était vide. Ce soir-là, il tenta d'ignorer l'incident, mais la maison semblait réagir étrangement. Les lampes clignotaient sans raison, les planches du sol craquaient dans des zones où personne ne marchait, et même le chien du voisin refusait désormais d'approcher la clôture qui donnait sur leur jardin. Isabelle, de plus en plus fébrile, confia à Ethan une vérité qu'elle n'avait encore jamais dite. Le miroir, dans sa famille, n'avait jamais été un simple objet décoratif. Il avait été offert à sa grand-mère par un homme étrange, un antiquaire qui disait que le miroir reflétait non pas ce qui se trouvait devant lui, mais ce que les gens refusaient de voir, qu'il servait de témoin aux vérités enfouies et qu'il revenait toujours, tant que les secrets n'étaient pas entièrement réglés. Elle avoua aussi que, dans son enfance, elle avait déjà vu des choses dans la glace, des scènes que sa famille cachait, des drames tus, des ombres qui observaient, mais elle n'avait jamais osé comprendre ce que cela signifiait vraiment. Ethan sentit alors une vérification brutale de ses propres ressentis. Le miroir n'avait pas seulement montré son passé à Isabelle, il avait aussi laissé quelque chose sortir, ou revenir. À partir de ce soir, des événements plus inquiétants commencèrent, des objets changeaient de place dans la maison, parfois en plein jour. Le portrait du grand-père, dans le salon, se retrouvait incliné chaque matin, comme si quelqu'un s'amusait à le déranger. Des murmures légers, indistincts, se faisaient entendre à l'étage, juste avant l'aube. Une fois, alors qu'Ethan descendait pour boire de l'eau,
Il aperçut une silhouette humaine immobile dans le couloir, à l'endroit exact où le miroir était autrefois accroché, une silhouette qui semblait faite d'ombres condensées, sans traits, sans forme précise, mais qui le regardait, il en était certain, avant de disparaître comme une fumée aspirée dans les murs. Le lendemain, Isabelle déclara qu'elle voulait partir de la maison, la vendre, fuir ces phénomènes, mais le père d'Ethan refusa catégoriquement. Il affirma que les problèmes n'étaient que psychologiques, des réminiscences du stress causé par les révélations, qu'il devait rester soudé et rationnel. Mais ce refus eut l'effet inverse, la présence devint plus insistante. Une nuit de pluie, alors que la maison tremblait sous les rafales de vent, une série de coups résonna depuis l'intérieur des murs, comme si quelque chose voulait en sortir, ou entrer, et Isabelle éclata en sanglots, convaincue que le miroir n'avait pas été détruit mais seulement réveillé, comme si le verre brisé avait libéré quelque chose de plus ancien, de plus profond, quelque chose qui se nourrissait du silence et du déni. Ethan, malgré sa peur, comprit que la seule façon de mettre fin à ce cycle était de suivre le fil du passé jusqu'au bout, d'affronter non seulement les erreurs d'Isabelle, mais aussi les secrets de son père, car si le miroir avait montré une scène où son père protégeait Isabelle, cela signifiait aussi qu'il avait peut-être lui-même enterré une partie de la vérité. Décidé à comprendre, Ethan descendit au sous-sol, où son père conservait des vieilles boîtes de souvenirs, et après des heures de recherche, il trouva une enveloppe jaunie portant le nom de l'homme plus âgé apparu dans les visions. Un homme qui, selon le dossier, avait été un proche de la famille d'Isabelle, mais dont l'histoire semblait avoir été effacée volontairement. Parmi les documents, il trouva une lettre non envoyée, une lettre où cet homme décrivait sa crainte que quelque chose suivait Isabelle, qu'elle était liée au miroir comme une âme l'est à son propre fardeau, et qu'un jour, si elle refusait trop longtemps d'affronter la vérité, il ne reflèterait plus seulement des souvenirs, mais des conséquences. Une phrase, à la fin, glaça Ethan. Si le miroir se brise, alors ce qui s'y trouve n'aura plus de frontières. À cet instant précis, un bruit violent retentit à l'étage, comme si une porte avait été arrachée de ses gonds, et les cris d'Isabelle et de son père envahirent la maison. Ethan comprit alors que quelque chose venait de franchir cette frontière, et que la destruction du miroir n'avait été que le début.